Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir à la Cinémathèque française, dans cette salle Henri Langlois, pour cette rétrospective des films de John Schlesinger, donc jusqu'au 24 octobre, pour découvrir et redécouvrir les films, l'itinéraire, les sommets et les demi-sommets de l'œuvre de John Schlesinger. Cinéaste passionnant, peut-être pour beaucoup, vous le découvrez, et puis alors aujourd'hui, évidemment, son film le plus célèbre, disons son titre le plus célèbre. Je pense que la salle, je ne sais pas, est partagée entre celles qui viennent revoir Marathon Man et celles et ceux qui en ont entendu parler et qui veulent voir quel est ce film. Donc on va faire un test tout de suite pour nous guider, Jean-Baptiste Auré et moi-même, qui voit Marathon Man pour la première fois aujourd'hui. Bon quart de salle, disons. Tu dis plus? Bon, il dit plus. Bon, quelques mots d'introduction pour vous situer et Schlesinger et le film. Donc, John Schlesinger, cinéaste anglais, qui fait carrière aux États-Unis, mais pas seulement, qui revient des fois en Angleterre. Celui-ci, Marathon Man, est son 8e long métrage. C'est son 3e film américain, après Macadam Cowboy en 69 et après Le Jour du Fléau en 1972. En revanche, c'est son premier thriller. Il l'appelait même son Jewish thriller. Hein, vous allez comprendre ou vous savez pourquoi. C'est un film qui est tourné à partir d'octobre 1975 et qui sera terminé en janvier 1976. Le film sortira aux États-Unis en octobre 1976 et en décembre de la même année en France, pour vous donner quelques repères ou quelques souvenirs. Et dans les deux cas et dans d'autres pays, le film sera un succès au box-office. Il est important de rappeler aussi que c'est un film de la Paramount, ou plus exactement de Robert Evans, qui produit tout en étant l'homme en charge, si on peut dire, à la Paramount. Donc le nom important, c'est Robert Evans. On aura l'occasion avec Jean-Baptiste de revenir sur les noms importants. Vous rappeler ou vous dire simplement que ce film-là est aussi l'occasion pour Schlesinger, après Macadam Cowboy, 7 ans après, de revenir à New York, de filmer de nouveau New York. Et puis, peut-être dernière chose, c'est un film qui aurait pu s'appeler La mort aux trousses, si le titre français n'avait pas déjà été pris. Voilà, ce qui veut dire qu'on aura peut-être aussi l'occasion avec Jean-Baptiste, à la suite de la projection, de vous reparler d'Hitchcock. Tout de suite, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste pour qu'il vous dise quelques mots lui-même d'introduction. Jean-Baptiste Auré, vous le connaissez pour certains et certaines. Il écrit beaucoup sur le cinéma, il a publié plusieurs ouvrages. Parmi les plus récents, je dirais un livre d'entretien avec Peter Bogdanovich, un livre d'entretien-essai avec Michael Cimino, un livre-essai sur Michael Mann, et plus récemment, tout récemment, un essai aux éditions Julien Magnani consacré à John Carpenter qui s'appelle Back to the Bone. Et puis Jean-Baptiste a une actualité cinématographique parce qu'il est aussi cinéaste, et donc son prochain film, c'est un documentaire que je ne peux que vous inciter à voir, qui s'appelle The Neon People, va sortir le 22 octobre de cette année, donc autant dire ce mois-ci, dans 15 jours. The Neon People, qui est un film, un documentaire qui se situe à Las Vegas, mais dire qu'il se situe à Las Vegas, c'est trompeur, parce qu'en fait, il se situe sous Las Vegas. C'est une rencontre, une enquête, une étude, un rapprochement avec, justement, cette population invisibilisée qui vit dans les souterrains de Las Vegas, sous littéralement la ville. Voilà, c'est un film que je ne pourrais que qualifier de fantastique aux deux sens du terme, le sens carpentérien étant à prendre au sérieux. Voilà, je donne la parole à Jean-Baptiste, et donc juste vous dire qu'après la projection, j'espère que vous serez nombreuses et nombreuses à vouloir ou à pouvoir rester, et bien avec Jean-Baptiste, à la fois on déplorera autant qu'on peut, et aussi avec vous, la signification du film, et en même temps, évidemment, donner les informations sur sa fabrication, parce que ce film a lieu à un moment particulier. Voilà, Jean-Baptiste. Merci Bernard. Bonjour à tous. Je vais faire court. Pourquoi Mais non, si, là, pour le coup, je vais essayer de vraiment faire court. Non, 2-3 mots sur Marathon Man, qui est... D'abord, je suis très content de venir parler de Marathon Man. On avait hésité au début, etc. Mais moi, c'est un film que j'ai tellement vu, en
en fait, depuis très 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 longtemps maintenant. C'est une sorte de film de chevet pour moi, qui a évidemment fait que tous mes rendez-vous chez le dentiste n'ont jamais été apaisés. En plus, c'est vrai. C'est-à-dire que je te disais, voilà, j'avais toujours l'impression que c'est Dr Zell qui rentrait avec ses outils dans ma bouche. Donc voilà, Marathon Man, parce qu'on disait ça tout à l'heure, on disait que finalement, il y a 2-3 films comme ça qui sont connus même par des gens, évidemment, qui n'ont pas forcément vu le film, ou qui ne connaissent pas forcément Schlesinger ou le cinéma américain des 70s. On peut dire que Les Dents de la Mer ont rendu l'océan ultra anxiogène, donc on ne sait plus baigner de la même manière après Les Dents de la Mer. On n'a jamais pris une douche de la même manière après Psychose, en tout cas quand on tire le rideau. On sait qu'il voilà, y a une forme d'angoisse qui naît, et on n'est jamais allé chez le dentiste de la même manière après Marathon Man. Ce qui fait que même ceux qui n'ont pas vu Marathon Man, en fait, ont le syndrome Marathon Man en eux, parce qu'ils ont entendu parler cette phrase, vous allez voir, is it safe? Est-ce que c'est sans danger? Moi, j'ai souvent dit à mon dentiste, il m'a jamais répondu. Bref. 2 mots pour vous dire, ouais, alors John Schlesinger, ce que disait Bernard, effectivement, c'est que Marathon Man, c'est à la fois son plus grand succès, c'est presque son pic de carrière. Alors, est-ce que c'est son meilleur film ou pas? On peut en parler. Bon, est-ce que c'est intéressant de le savoir? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est Robert Benayoun, je remercie d'ailleurs Rodolphe qui m'a envoyé la revue de presse, écrivait dans Le Point, lorsque sort le film, une phrase que je trouve intrigante et intéressante, peut-être qu'il nous servira après coup pour discuter. Il dit, dans Marathon Man, rien n'est logique ou vraisemblable, mais tout fonctionne parfaitement. Et je pense que c'est souvent le problème qu'on peut avoir avec Marathon Man, c'est qu'on peut considérer que c'est un film absolument captivant. Je connais peu de films aussi captivants que ça. Et les 20 premières minutes du film sont absolument époustouflantes. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'être très attentifs aux 20 premières minutes du film. Tout est vraiment dans le détail, dans ces échanges entre les personnages. Là, il faut vraiment c'est vraiment un travail d'exégète ou d'herméneute, donc soyez vraiment, peut-être pris un café j'espère, hyper attentif, pas de sieste évidemment pendant les 20 premières minutes. Donc Marathon Man, c'est vraiment le moment, le pic de la carrière de Schlesinger, et qui est, alors c'est à la fois, on pourrait dire, un film bascule pour lui, puisqu'effectivement, après coup, il ne cessera d'essayer de retrouver ce succès-là, qu'il ne retrouvera en réalité à peu près jamais. Et c'est aussi un moment de bascule dans l'histoire du cinéma hollywoodien, parce que 75-76, on sait que c'est grosso modo le début de la fin, en réalité. Et on verra comment est-ce que ce passage entre un ancien nouvel Hollywood que Macadam Cowboy incarne presque jusqu'à la caricature, on pourrait dire, et l'arrivée d'un cinéma plus divertissant des années 80, en fait, est encodé là dans Marathon Man. Et ça, c'est absolument passionnant. On reviendra évidemment sur ce moment 75-76 qui est très particulier dans l'histoire du cinéma américain. Et très souvent, quand vous lisez des études sur cette histoire-là, la plupart du temps, on met Marathon Man dans le même sac que des films comme Les 3 jours du Condor, À cause d'assassinat, Conversation secrète, etc. Tous ces films de la paranoïaque, tous ces films dossiers, etc. Alors on verra est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que Marathon Man peut être mis à côté de Parallax View ou des 3 jours du Condor? Voilà, on en discutera. Comme tu citais tout à l'heure Robert Evans, c'est aussi Marathon Man un moment d'alignement des planètes générales. En fait, c'est souvent ça les grands films. Et là, l'alignement des planètes, c'est évidemment Schlesinger qui a envie d'avoir un succès et parce qu'il faut rappeler que le film d'avant qu'il a fait, Le Jour du Fléau, qui est absolument génial, vous l'avez vu peut-être? À l'ouverture. C'est à l'ouverture. Là, il y a des gens qui n'ont pas vu Le Jour du Fléau. Non, mais, pardon. Et non, qui est un film absolument génial, une des matrices d'ailleurs du cinéma de David Lynch, un peu oublié, mais allez voir Le Jour du Fléau, c'est remarquable, mais ça a été un échec total d'un point de vue commercial. Et en fait, l'acceptation de Schlesinger de la proposition de Robert Evans, qui lui propose de faire Marathon Man, est aussi un moyen pour lui de tenter de retrouver un peu le chemin du succès. Donc on a Schlesinger, on a évidemment Robert Evans, un des grands producteurs des années 70, à qui on doit Le Parrain, Le Locataire, Rosemary's Baby, Love Story, Robert Evans, c'est une des figures clés en fait de la production de cette époque-là, et qui se terminera grosso modo, il fera d'autres films après, mais c'est vrai que la production de Popeye de Robert Altman en 80 va un peu lui mettre du plomb dans l'aile, on pourrait dire. C'est le chef opérateur Conrad Hall, que vous connaissez, j'imagine, parce qu'il a éclairé beaucoup de films, et notamment 200 froid de Richard Bruce, et Electra Gladys Blue de James William Guercio. Enfin, c'est vraiment un grand chef opérateur. C'est un scénariste qui, à l'époque, est au sommet de sa gloire, qui est William Goldman. William Goldman, il a écrit plusieurs scénarios, mais il a atteint, on pourrait dire, le statut de star à la fin des années 60 avec Butch Cassidy et le Kid.
Film d'ailleurs à revoir, on disait ça il y a pas longtemps, qui est un peu sous-estimé en France, que Jojo Rabbit, tout le monde s'en fout un peu, et pourtant le film est formidable. Et c'est intéressant de voir le goût de William Goldman déjà pour les constructions un peu fragmentaires, un peu éclatées. Vous allez voir ce qui est le cas de Marathon Man. Et puis dernière chose, c'est évidemment Michael Small. Michael Small, c'est l'homme qui compose la musique de Marathon Man, c'est un des sommets de sa carrière. Michael Small, c'est un des compositeurs très importants du cinéma américain, essentiellement des années 70, puisqu'il a commencé, pour faire court, grosso modo avec Portrait d'un enfant déchu de Chatsberg en 70, mais c'est avec le film d'après qu'il va faire, où il va donner sa signature musicale, on reconnaît Small entre mille, c'est évidemment Clout d'Alan Pakula. Et on pourrait presque dire que les grandes partitions de Michael Small, ce sont des variations autour de ce qu'il a fait pour Clout de Pakula. C'est lui qui va faire à cause de l'assassinat de Parallax View. Et c'est d'ailleurs parce que Schlesinger vient de voir Parallax View d'Alan Pakula, il adore la musique et il dit à Michael Small, voilà, il faut que vous fassiez la BO de Marathon Man, et je veux la même BO que Parallax View. Il veut la même. Et donc, si vous avez un tout petit peu dans l'oreille la BO de Parallax View, vous allez voir combien celle de Marathon Man est vraiment une variation autour de celle de Michael Small. Et on pourrait dire que autant Gordon Willis, le grand chef-op, a été, c'est Conrado d'ailleurs qui l'avait baptisé le prince des ténèbres, le Prince of Darkness, le prince de la paranoïa, c'est évidemment Michael Small. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait mieux depuis, on entend deux notes de Michael Small, on sait tout de suite où on est, et ça développe une humeur qui est absolument singulière. Donc soyez très attentifs aussi à la BO de Marathon Man, qui est absolument géniale. Voilà. On en reparle plus précisément tout à l'heure. On est bon ? Voilà, vous avez compris. Ouvrez l'œil, tendez l'oreille et bonne projection. Merci. Bien, voilà. Donc Marathon Man, 1976. Lorsqu'on a interviewé Robert Evans à plusieurs reprises, entre autres sur sa carrière, ou à propos de ce film en particulier, il a dit qu'il avait eu de la chance parce qu'à partir du moment où il a acquis, pour la Paramount, il a acquis les droits du roman sur lesquels on va revenir avec Jean-Baptiste Toré, il avait pensé à 3 noms. Il avait pensé à John Schlesinger pour le réaliser, à Dustin Hoffman dans le rôle de Babe et à Laurence Olivier dans le rôle de Zell. Et il dit, c'est rare, mais ça arrive, parfois vos désirs sont exaucés. Et donc il a eu le casting qu'il voulait. Dans le cas de Schlesinger, je le dis d'un mot parce qu'après on n'aura pas l'occasion de le redire, c'est d'autant plus étonnant, et ça a beaucoup étonné Schlesinger, que Robert Evans fasse appel à lui, puisqu'ils avaient eu ensemble une expérience au préalable, l'expérience dont parlait Jean-Baptiste au début dans l'introduction, qui est Le Jour du Fléau. C'est-à-dire ce film qui est déjà produit par la Paramount, par Robert Evans, mais qui ne s'est jamais caché de détester le scénario, le projet. Mais Schlesinger a dit, le jour de la première du Jour du Fléau, Schlesinger, et c'est là que Robert Evans, c'est là que le cinéaste a dit, j'ai compris la nature de ce producteur. Le producteur Robert Evans lui a dit « Je n'aime pas le film, mais vous l'avez parfaitement réalisé ». Et donc, il était capable de faire en quelque sorte la différence et de repérer un talent et de savoir que pour ce film-là, Marathon Man, il voulait ce cinéaste dont il n'aimait pas le film précédent qu'il avait produit. Voilà, donc on reviendra peut-être et même sûrement sur le casting, sur Dustin Hoffman et sur Laurence Olivier, Dustin Hoffman, dont on peut dire que là aussi, évidemment, Schlesinger avait déjà travaillé avec lui au moment de Macadam Cowboy, 7 ans auparavant. On dira ce qui s'est passé pour Dustin Hoffman dans ces 7 ans-là, c'est-à-dire l'accession à la célébrité. Et juste le dire aussi, Schlesinger au départ ne voulait pas de Dustin Hoffman, non pas parce qu'il n'aimait pas l'acteur, au contraire, mais parce qu'il disait, Babe est un étudiant, il doit être dans sa vingtaine, et à ce moment-là, Dustin Hoffman avait 38 ans. Voilà, et donc ça fait partie des arrangements avec la réalité, de même que sur le tournage, Dustin Hoffman avait avec lui un maquilleur très célèbre, qui s'appelle Dick Smith, et qui pouvait en quelque sorte, si je puis dire, le rajeunir. Peut-être tu veux ajouter quelque chose simplement à ces éléments de contexte, ou je me disais, soit partir, disons,
du roman, des intrigues, enfin, de comment le film se monte. Mais en même temps, je me disais, peut-être on pourrait aussi commencer, c'est à toi de choisir, par la scène d'ouverture, qui en dit beaucoup, et qui, moins sur la fabrication, mais plus sur la signification du film, nous amènera à dire certaines choses. Écoute, je ne vais pas choisir, je vais prendre tes deux questions. Non, mais la première, juste un mot sur Dustin Hoffman. Parce que là on est en 76 et je rappelle, mais bon, oui, quand même l'avoir en tête, que Dustin Hoffman il explose en fait en 67 avec le lauréat, un film de Mike Nichols. C'est son deuxième film à l'époque. Il a fait une série de films obscurs juste avant, et dès le deuxième film il atteint tout de suite le statut en fait quasiment de star qui va être du cinéma américain, en gros de la fin des 60, début 70. Donc Dustin Hoffman, dès 67, ça devient déjà un acteur bankable, et qui va enchaîner, juste pour mémoire, il faut se rappeler qu'il va tourner Little Big Man, Les Chiens de Paille, Lenny, Papillon. C'est vertigineux la carrière d'Hoffman à ce moment-là. Les Hommes du Président. Les Hommes du Président, de Pakula juste avant. Pas de musique pour le coup de Michael Small, mais David Shire. C'est un peu dommage, c'est super que Michael Small ferait le 7 du président, bref. Et donc en fait, Dustin Hoffman, il a une carrière à ce moment-là évidemment très impressionnante. Alors, c'est vrai ce que tu racontais sur ce que disait Robert Evans, à savoir cette espèce de trinité d'or incroyable. J'ai rêvé de Laurence Olivier, de Dustin Hoffman, etc. Je pense que sur Hoffman, c'est pas exactement ça, parce qu'Evans en avait d'abord parlé à Al Pacino. Et en fait, Pacino a beaucoup hésité et était à deux doigts en fait de faire le film. Et en réalité, comme Hoffman et Pacino se sentaient un peu concurrents à l'époque, c'était aussi ça l'histoire du cinéma. Et Hoffman a dit, si on la propose à Pacino, moi je vais le prendre. Et une des raisons pour lesquelles Hoffman dit oui à Schlesinger et à Robert Evans, c'est parce qu'il voulait donner le pion à Al Pacino à ce moment-là, parce que les deux explosent à peu près en fait au même moment. Et donc, ce qui est intéressant avec Dustin Hoffman, c'est que je pense que ce film-là, en fait, Marathon Man, quand on le compare par exemple au lauréat Little Big Man et au Chien de Paille, on se rend compte que ce film-là, en fait, condense presque ce que c'est que la persona de Dustin Hoffman dans les années 70. C'est-à-dire que, contrairement à des acteurs comme Pacino, De Niro, Robert Duvall ou Gene Hackman, qui était son compagnon de chambre, son colocataire, ils ont été très très proches, Gene Hackman et Dustin Hoffman, ils étaient ensemble dans la même chambre à New York, ils ont vraiment été très très proches. Contrairement à ces acteurs-là, en fait, Dustin Hoffman, il incarne notamment dans les 4 films que je viens de citer, et exemplairement dans Marathon Man, c'est un peu l'acteur qui, bon, physiquement est particulier, qui est un peu trapu, pas très grand, c'est pas le jeune premier, il a un physique un peu particulier, même si à l'époque on est un peu habitué à ça, mais c'est en gros la figure de l'homme empêché, on pourrait dire, on y reviendra, parce que cette impuissance-là, elle est capitale dans Marathon Man, et quand vous regardez le lauréat, c'est quelqu'un qui met un temps fou, pour ceux qui ont un peu le film en tête, à enfin prendre en main les rênes de l'action et à se dire je vais interagir, faire quelque chose, plutôt que de subir éternellement. On se souvient de ce premier plan du lauréat où Dustin Hoffman est transporté par un tapis roulant et pas l'inverse. C'est vraiment, là c'est le puppet, quoi, intégralement. Et puis, Les Chiens de Paille, qui a une structure d'ailleurs assez proche de Marathon Man, il doit subir un nombre d'humiliations et de tortures et de harcèlement extrêmement important pour qu'à un moment, cet homme-là, qui dans le film de Peckinpah est un mathématicien, doit se mettre à réagir. Et pareil dans Papillon. Et là, Marathon Man, en fait, il porte, à mon avis, au zénith ce que c'est que la personnage de Dustin Hoffman. C'est pas du tout un héros, c'est pas a priori un homme d'action. Il rentre souvent dans les films comme une sorte d'intello, sous des papillons avec ses petites lunettes, etc. Il a souvent un protecteur. Là, c'est Doc Rothschilder, c'était Steve McQueen dans Papillon. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, comme cette éternelle adolescence, qui est un peu Dustin Hoffman. Effectivement, tu dis, il a 38 ans, on lui donne quand même pas 38 ans, me semble-t-il, au moment du film. Mais c'est un personnage, en fait, à qui il va falloir beaucoup de temps, de choses, de réflexion et de procrastination pour qu'à un moment donné, il se mette à agir. Et Marathon Man, c'est vraiment ça. C'est un personnage qui, lorsqu'effectivement son frère disparaît, on y reviendra, doit à un moment donné décider de prendre en main l'action. Et je pense que ce film-là, il est important pour cette raison, parce qu'il est Dustin Hoffmanien à 1000%. On pourrait dire c'est vraiment le film qui épouse ce qu'a été le type de rôle qu'a joué Dustin Hoffman. Alors après, sur la séquence d'ouverture... on va revenir sur la question d'ouverture, mais juste pour continuer un tout petit peu sur Dustin Hoffman, dire aussi quel type d'acteur il était à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il avait déjà tourné avec Schlesinger, mais Schlesinger a dit
7 ans après, c'était plus exactement le même, du fait de la notoriété qu'il avait acquise, mais aussi du fait d'une exigence de plus en plus grande. Et à titre d'exemple, le cinéaste disait, pour travailler avec Dustin Hoffman, il faut s'attendre à ce qu'il vous pose 60 questions à la minute et qu'il ait 60 réponses pour chaque question. Donc voilà, donc un acteur à la fois physique et cérébral, adepte de la méthode, souhaitant absolument comprendre ou faire des propositions en permanence au moment des répétitions. Schlesinger a dit aussi, tourner avec Dustin Hoffman, c'est comme essayer de diriger un surdoué. Donc c'est à la fois, on pourrait dire une pépite, et en même temps un problème. Un problème qu'il va falloir ensuite harmoniser évidemment, ou en tout cas faire entrer en friction avec Laurence Olivier, qui lui vient d'une toute autre génération, d'un tout autre jeu, d'un tout autre monde, et peut-être que cette confrontation de monde est aussi le sujet du film. Mais d'ailleurs, on va venir au début, parce que oui, on y viendra. On va venir à la fin, on va enfin au début. Et en fait, évidemment, une des raisons de la célébrité, en tout cas de la renommée de Marathon Man, c'est évidemment le rapport totalement explosif entre Dustin Hoffman et Laurence Olivier, qui sont à peu près sur le spectre de l'actorat, on pourrait dire, évidemment aux deux extrémités. D'un côté, Laurence Olivier, qui est un acteur qui connaît par cœur à la fois son texte et le scénario, etc. Et Dustin Hoffman, comme tu le dis, qui improvise, qui est un acteur extrêmement organique, et je pense que c'est très important dans le film. Et comme dans ses précédents films, il y a quelque chose. Dustin Hoffman, c'est quelqu'un qu'on voit souffrir à l'écran, qui transpire, qui s'abîme. On pourrait dire qu'il y a une organicité chez Dustin Hoffman qui est extrêmement forte. Et il y a une anecdote, on peut peut-être la rappeler, très très célèbre, puisque Dustin Hoffman et Laurence Olivier s'entendaient, enfin, Schlesinger a fait beaucoup de politique, ou de diplomatie, on pourrait dire, pour que les deux s'entendent correctement, parce qu'il y avait tellement de méthodes évidemment complètement différentes, surtout qu'en fait, fondamentalement, Laurence Olivier incarnait un type de méthode d'acteur que détestait Dustin Hoffman et sa bande. La bande, c'est Pacino, enfin, c'est tous les acteurs grosso modo des 70s. Et donc pour eux, Laurence Olivier, en dépit de ses Oscars, de son aura, etc., incarnait un type d'acteur contre lequel eux se levaient. Et il y a évidemment une anecdote très célèbre, c'est que Dustin Hoffman, il a l'air, dès le début, la première chose qu'on entend de lui, c'est son souffle. Hein, il soufflait dans le film, sur la bande-son, avant même de le voir enfin. Et donc lui, il s'était entraîné façon de Niro pré-Raging Bull, quoi, si vous voulez. Il avait perdu 15 kilos, il s'entraînait, il courait en permanence le marathon. Et avant chaque séquence où il devait être essoufflé, il courait dans les parages du plateau ou du décor 4 ou 5 miles. Et donc il fallait attendre que Dustin soit prêt, hein, qu'il soit suffisamment essoufflé, qu'il ait suffisamment transpiré, etc. Bon. Et Laurence Olivier regardait un peu le spectacle de ce type, de se démener comme une sorte de bip-bip autour, et ça l'agaçait un peu, parce qu'il arrivait, moi je sais mon texte, je suis prêt, et pendant ça, Dustin Hoffman courait, il attendait, etc. Et puis un jour, Laurence Olivier était un peu agacé par ça. Dustin Hoffman arrive, il est enfin prêt, il est suintant, il est explosé, il n'a même plus à parler. Et Laurence Olivier dit c'est formidable, hein, tout votre entraînement, etc. Mais si vous vous contentiez juste de jouer. Et ça, évidemment, l'ambiance s'est relativement refroidie entre les deux. Ils ne se sont pas entendus pendant tout le tournage, sauf à la toute fin. Alors, vous pouvez trouver ça vous intéresse, sur YouTube, il y a un très beau making-of du film qui se termine par un long segment d'une vingtaine de minutes, qui est la fête de fin de tournage de Marathon Man, où l'équipe, en l'occurrence Robert Evans, etc., rend hommage à Laurence Olivier. Et bien sûr Dustin Hoffman. Laurence Olivier, il faut rappeler qu'à l'époque, il était malade. Il avait un problème lié aux muscles. Enfin, il était extrêmement mal en point, et on le sent à certains moments quand même. Je pense quand il saute dans le taxi ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, Robert Evans a mis beaucoup d'énergie et de temps à convaincre les assurances d'assurer Laurence Olivier sur le tournage. Vous savez qu'à Hollywood, quand vous avez des problèmes de santé et quand vous dépassez un certain âge, vous êtes obligé d'avoir une assurance ou une sorte de plan B. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Robert Altman, tournant son dernier film avec Paul Thomas Anderson comme sécurité, au cas où lui ait un AVC ou une crise cardiaque sur le tournage, c'est obligatoire. Et là, en fait, Robert Evans a tout fait, parce que c'était un peu son idole pour que Laurence Olivier soit dans le film, mais il avait quand même un plan B qui était Richard Widmark. Et Richard Widmark avait passé en fait des essais pour le jouer le rôle de Zell. Hein, et voilà, et Richard Widmark, en cas on pourrait dire de sécession de Laurence Olivier, était prêt à jouer le rôle de Zell. Juste ajouter que Laurence Olivier, pour celles ou ceux qui
qui connaissent le nom mais ne mesurent pas la carrière, c'est vrai que c'est à la fois un acteur anglais, donc comme John Schlesinger, qui a joué dans des films américains qu'on peut connaître, comme Rebecca par exemple d'Alfred Hitchcock, comme Bunny Lake a disparu d'Otto Preminger, le limier de Mankiewicz, mais c'est surtout un grand nom du théâtre anglais et du théâtre shakespearien. Donc c'est, avec Ralph Richardson et John G. Gould, c'est vraiment les trois grands acteurs shakespeariens anglais de la deuxième moitié du XXe siècle, et, enfin disons milieu et les décennies suivantes du XXe siècle. Si bien que vraiment Laurence Olivier, c'est le texte, toujours le texte, encore le texte, rien que le texte. Et c'est ça qui faisait aussi une différence entre les deux acteurs, c'est que la méthode de Schlesinger, c'était d'organiser des répétitions avant le tournage, 2 semaines de répétition, où les uns et les autres cherchaient en quelque sorte des pistes pour chaque personnage, comment ils allaient épaissir, comment ils allaient donner tel détail. On pourrait y revenir dans le cas de Marc Keller, par exemple, ce que les répétitions ont apporté à son rôle, mais toujours est-il que Laurence Olivier, une des bases de son jeu, il y en avait d'autres, hein, le travestissement, c'est un acteur qui aimait beaucoup il disait si je me ressemble trop, je ne sais pas interpréter quelqu'un d'autre. Donc il avait tout le temps besoin d'un postiche, il avait tout le temps besoin de... Alors ça, en ça, il est proche d'Orson Welles quand il joue au théâtre, il avait toujours besoin de rajouter quelque chose, un faux nez, une moustache. Ici, évidemment, toute l'équipe, paraît-il, avait très peur de lui demander de se raser la tête. Je pense que lui a accédé d'emblée à cette demande parce qu'il y a vu, là, le postiche qu'il cherchait pour être l'autre et arriver à l'interpréter. De même, il avait une grande qualité dans les accents qu'il était capable de prendre, évidemment dans la diction. Les différentes manières dont il décline le Is It Safe en donnent évidemment un bon exemple. Est-ce que tu veux venir à la scène du début, ah oui, enfin, et qui nous permettra de continuer à parler du personnage de Dustin Hoffman dans le film, et puis comment cette scène peut-être répond, comment la clôture du film répond à la scène du début. Oui, alors en fait, ce qui est drôle quand on revoit Marathon Man, c'est qu'on voit que c'est un film qui est obsédé par 2 figures, on pourrait dire. D'un côté, évidemment, la figure du marathonien, incarné par Hoffman, qui est celui de la ligne droite. Il faut atteindre un point, quelque chose qu'on poursuit, etc. Et de l'autre, la figure de la circularité, qui est d'ailleurs la forme même du réservoir de Central Park autour duquel il tourne au début. Et tout le film, en fait, est construit comme ça. C'est-à-dire que le film ne cesse de s'enrouler autour de lui-même pour à la fin revenir aux mêmes endroits. Je pense par exemple à la séquence de la maison dans laquelle Mark Keller emmène Dustin Hoffman. On ne peut pas, quand on retourne dans cette maison-là, ne pas penser à la maison des images d'archives que l'on voit au moment où son père se suicide, cette espèce cette image un peu sépia qui renvoie à l'époque du McCarthy. Donc on doit en repasser par cette maison, et évidemment dans cette maison, Babe utilise le flingue de son père pour tuer en fait les trois, William Devan et les 2 hommes de main. Et puis évidemment à la fin, on revient au Diamond District par lequel on avait quasiment ouvert le film avec cette lutte entre ces 2 poursuivants, le vieux nazi, le vieux juif, séquence quand même absolument phénoménale. Et moi j'adore, c'est une séquence incroyable, et c'est la façon dont ces 2 vieux atteignent le point Godwin en 4 phrases. C'est tu es trop lent, donc c'est Langhammer, sale juif, sale nazi, c'est 3 phrases. Et il y a aussi Mercedes Bastard. Mercedes Bastard, ça te fait ça. Ouais. Et donc en fait, on voit bien que le film en fait repasse à la toute fin, en tout cas doit régler le problème et sa question et la signification du film, doit en repasser par tous les espaces qu'on a vus au début. C'est évidemment Central Park, c'est la fin, c'est Diamond District, c'est la maison familiale ou la maison du père, etc. Et une des dernières images du film, évidemment, c'est cette espèce d'escalier spiralique sur lequel meurt en fait Laurence Olivier, qui est, c'est pas du tout une référence à Vertigo, mais je pense que c'est presque une allusion à la structure très hélicoïdale du film. Et puis on ne peut pas ne pas oublier la mort. Et pour ceux qui le découvrent, qui est toujours extrêmement, évidemment, surprenante et stupéfiante de Roy Scheider, près de cette espèce de structure hélicoïdale, qui elle-même est une sorte de motif
qu'on va voir pendant tout le film. Donc en fait, évidemment, la séquence de fin, elle est très belle, ou en tout cas, elle ne se comprend qu'en regard, ou qu'en sorte de contre-champ ou de résolution de la séquence d'ouverture. La séquence d'ouverture, c'est l'histoire d'un homme qui court, d'ailleurs, si on est très attentif, alors il faut toujours l'être dans les films américains, parce que c'est là que tout se joue, c'est dans les premières minutes, la première demi-heure du film est absolument incroyable. Mais même les premières minutes, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a le souffle qu'on entend, et puis cette image d'archive de ce marathonien, etc. Et la première image qu'on va voir du film, c'est une ombre. Qui est en train de courir sur le macadam autour du réservoir. Et ce n'est qu'après avoir vu l'ombre qu'on va passer au corps de Dustin Hoffman. Donc la métaphore, elle est extrêmement limpide, c'est l'histoire d'un homme qui court après une ombre, qui court après son ombre, et qui court après une ombre. Alors après son ombre, c'est sa propre personnalité, c'est comment il va peu à peu se prendre aux mains, son propre passé, etc. Et l'ombre, c'est aussi l'ombre de l'histoire. Et c'est très très beau, puisque cette ouverture de Marathon Man, en fait, elle condense à peu près tout ce que va être le film par la suite. Il court, et puis un homme veut le dépasser, vous vous souvenez, est-ce que tu es behind the schedule, est-ce que tu es en retard, etc. L'autre le prend extrêmement mal, il le poursuit, nouvelle figure de l'homme qui poursuit quelque chose qu'il n'atteint pas. Mais on sent quand même avec des micro-détails, c'est quand même un film tout est dans le détail dans Marathon Man, on sent quand même qu'il est très déterminé, le Babe. Parce qu'il y a une petite chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est quand ce jogger, qui est très années 80, un peu ridicule, en short blanc, etc., en fait, est en train de courir, il y a une flaque d'eau, et le jogger, il contourne la flaque d'eau. Et Babe, lui, il rentre dedans. C'est un micro-détail, mais c'est hyper important pour la psychologie en fait, de Dustin Hoffman. Et j'imagine, tu parlais de Dustin Hoffman, qu'il a dû se poser la question, qu'est-ce que je fais avec cette flaque? Est-ce que je la contourne ou pas? Non, mon personnage, il rentre dedans. Alors que l'autre, en fait, qui est un marathonien du dimanche, qui est un sprinter, en fait, sans doute, la contourne. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Et puis il y a le moment où il arrive enfin, et puis, vous savez, il piétine sur place parce qu'il vient de se passer quelque chose, et c'est ce qui raccorde avec l'accident de Diamond District. On a cette citerne incendiée, et là, on a le film. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Dustin Hoffman qui attend un peu, ne veut pas perdre son énergie, donc continue à courir sur place, regarde ce bout de la 5e avenue. Enfin, c'est pas la 5e avenue, je crois que c'est la... Enfin, bref, parce que Diamond District, c'est la 47e et la 5e, ça doit être par là, quoi. On est à East Central Park, et il regarde, et là, il voit la citerne qui crame. Et donc, tout le film, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir accorder le chant et le contre-chant. Comment est-ce qu'on va mettre en relation Dustin Hoffman, toute son histoire, son parcours, etc., avec ce plan de la citerne, dont on comprend, qui, lui, à partir duquel va se développer toute une autre histoire avant que les deux, en fait, se rejoignent. Le frère de Zell. Dans le roman, c'est le père, entre parenthèses, qui meurt, c'est pas le frère. Voilà. Donc on voit bien combien est-ce que, par ce simple chant contre chant, en fait, Schlesinger, on pourrait dire dans la grande tradition américaine, nous donne une série de plans que l'histoire va peu à peu résoudre. C'est pour ça que je vous disais au tout début d'être hyper attentif aux détails, parce que moi je pense que Marathon Man, enfin là c'est pas possible, mais c'est un film à voir au moins 2 fois d'affilée. Parce que la première, on est très souvent en retard. Ça, c'est vraiment la stratégie du film. Je pense, par exemple, il y a 2, j'en donne 2 parce que sinon on va y passer plus que la soirée. La boîte de pansement, par exemple, que va chercher le frère de Zell, donc le petit, qui est joué par un acteur, j'ai appris ça récemment, qui était un acteur acrobate dans l'Allemagne des années 30 et qui est un des très rares rescapés du crash de l'Édimbourg. Il a réussi à sauter de truc, c'est fou, hein. Bon, bref. Et donc c'est lui. Et tout ça veut dire que donc il y a ce détail de la boîte de pansement, ce qui fait que en fait Schlesinger part, on pourrait dire, du point de vue du récit, on attend enfin que tout ce qui est éclaté se relie. On est en Uruguay, on est à Paris, on est à New York, on se dit mais d'accord, mais quel est le rapport entre tout ça? Et en fait le rapport il le filme sans arrêt. Si ce n'est qu'on a un besoin à un moment que le scénario ou que les gens nous disent ah bah là il y a un rapport, et c'est peut-être la séquence laquelle on reviendra, qui est la séquence du repas. Enfin du moment où Doc invite son frère et Mark Keller à dîner. Et c'est là que d'un seul coup, dans l'esprit du spectateur, pas trop endormi, tout en fait se met à converger et à se ramasser. Mais avant, non. Et cette boîte de pansement, elle est assez géniale parce qu'on se dit, c'est la boîte de pansement, c'est au tout début, tu sais, quand il sort du coffre qu'il récupère de la banque de New York, le fameux frère qui va mourir dans l'accident, une petite boîte de pansement. Oui, la boîte en métal. La boîte en métal, voilà. Et c'est déjà un goodies à l'époque, il y a déjà des goodies à l'époque. Et en fait, cette boîte de pansement, on va la retrouver dans les mains de Roy Scheider.
qui va être mis dans la boîte au chocolat, et qui va être donné ensuite à Leclerc, à assassiné à l'opéra, etc. Et donc, évidemment, le film lui-même, par ses micro-détails, nous dit qu'il y a un rapport entre cet accident, entre Zell, évidemment, entre Roy Scheider, et d'ailleurs, le premier détail par lequel on nous présente Roy Scheider, par Babe, c'est l'ombre. Comme moi, à ce moment donné, j'arrive à faire corps avec mon ombre, on l'a rattrapé. Et le premier détail par lequel on nous présente Roy Scheider, c'est le site de la Mercedes, quand il est sous le pont de l'Alma à Paris. C'est-à-dire que premier plan, le signe de la Mercedes qui s'avance, et ensuite on arrive sur le visage de Roy Scheider. Et évidemment, vous pouvez aimer Mercedes Bastard, etc., mais la Mercedes, elle nous renvoie de façon presque inconsciente au fait qu'il y a un lien entre la Mercedes, qui s'est fait rentrer dans les fesses un peu violemment par ce juif enragé dans Diamond District, et à nouveau cette Mercedes-là qui vient. Et d'ailleurs, un peu d'onomastie fait jamais de mal, Mark Keller s'appelle Opel. Donc en fait, on peut beaucoup s'amuser dans le film, et il y a énormément d'allusions. Alors c'est pour ça que c'est vraiment un film à voir deux fois, et je trouve que le plaisir grandit à mesure qu'on essaie de le regarder. Et donc c'est vraiment une construction que je trouve pour le coup très intelligente. Et alors peut-être avant qu'on parle de peut-être on peut dire un mot sur cette fameuse séquence du repas, où là tout va finalement converger. Alors attendez, je crois que j'ai la phrase ici. Après, il faut qu'on dise un mot du roman. Voilà. Donc, Doc invite à manger son frère, etc., mais il y a une petite idée derrière la tête. Et l'idée lui vient à quel moment? Lui vient quand Babe lui dit les deux hommes qui nous ont attaqués sont des hommes en costard. C'est là qu'on pourrait dire que Doc est un être double, c'est là que Scylla s'allume. Parce que tous les personnages, évidemment, ne sont pas ce qu'ils paraissent être, tout le côté Hitchcockien, on y reviendra, etc. Mais Doc, il est à ce moment-là, on ne va pas se dire que la personnalité Scylla intervient, et ses antennes, en fait, se réveillent quand l'autre lui dit « ce sont des gens en costume ». Et donc il invite, et là, pas du tout pour faire plaisir à son frère, mais en fait pour évidemment jauger la personnalité de cette jeune femme. Et il lui dit cette phrase à un moment, au tout début quasiment, il lui dit « Connaissez-vous le Chablis ?» Bon, et avant la cryptophrase. Donc c'est un Bourgogne, il lui dit « Les grands, à propos des Chablis, les grands sont presque verts, ce sont les vins qui ressemblent plus à des diamants. » Et en pensant aux diamants, il regarde Elsa. Donc évidemment, alors faut pas dormir, mais à ce moment-là, tout se ramasse, effectivement. Donc on se dit, il y a Babe, dont on a suivi le parcours, le marathonien, ses études, Bisonta, Columbia, etc. Il y a Doc, qui se fait poursuivre par des assassins bizarres, notamment par Chen, qui a un rôle beaucoup plus important dans le roman, là, qui a été réduit à une présence un peu énigmatique et muette, et presque inquiétante. C'est l'homme à l'œil de verre. L'homme à l'œil de verre. Et puis il y a évidemment Elsa, et puis il y a l'histoire de Zell, le crack du début, et la façon dont Laurent Soulier nous est présenté, peut-être qu'on y reviendra, c'est quand même une présentation mythique de l'histoire du cinéma, la présentation de Laurence Olivier dans Marathon Man. Et tout ça, en fait, se réunit par ce dialogue-là, à l'intention pour du spectateur, parce que Babe, lui, ne comprend pas du tout, en fait, l'allusion de son frère. Comme il dit, c'est beau comme des diamants, les diamants verts, etc. Personne ne comprend rien. Et donc, c'est à ce moment-là que tout va enfin, on pourrait dire, se renouer du point de vue du scénario. Tu as dit à un moment, effectivement, le film doit être vu au moins 2 fois, parce que il fonctionne sur le fait qu'on a, un temps de retard. Il y a un moment qu'il le figure littéralement, c'est le moment où Dustin Hoffman pense, lorsqu'il est emprisonné et torturé, et il voit arriver le personnage de Jenny, donc joué par William Devane, et il a l'impression, l'illusion, et nous avec lui, quand on voit le film là pour la première fois, qu'il vient le sauver, et en fait, le tour de pâté de maison qu'ils font en voiture est évidemment une ruse pour à la fois faire accoucher l'autre, lui arracher littéralement une vérité, et en même temps nous donner les informations qui, comme tu le dis, nous aident à rassembler les pièces du puzzle. L'autre chose mais ça c'est un moment, j'en pourrais presque dire théorique, où, comme tu dis, le film en repasse chaque fois par son origine ou tourne en rond, alors qu'on croit qu'il avance. Et là, le personnage pense qu'il est délivré, et en fait, il revient à son point de départ. L'autre chose que tu as mentionné, c'est le Roy Scheider, la mort de Roy Scheider. Moi, je me souviens, enfant, ayant découvert à la télévision ce film, ce dont je me souvenais, et pour toujours, c'est de la mort de Roy Scheider. Parce que
Elle est stupéfiante, inattendue, douloureuse, et moi, comme je m'étais attaché à ce personnage, vous savez, dans le documentaire dont tu parlais, Robert Evans disait de Roy Scheider, qui sortait du succès des Dents de la Mer et qui avait explosé dans French Connection, il disait c'est le Bogart des années 70, Bogey of the 70s. Bon, c'est pas mal trouvé. Et donc ce moment où effectivement participe de l'organicité dont tu parlais, d'un moment incroyablement viscéral, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me disais, enfant, je me disais, mais pourquoi il le tue? Enfin, pourquoi le film le tue? Pourquoi il meurt? Et je n'arrivais pas à me réconcilier. Et en fait, on comprend, mais bon, à force de vision, que métaphoriquement, il faut que le frère meure pour que le cadet devienne le frère. C'est-à-dire que le passage à l'action est bloqué, comme dont tu parlais, pour que, en quelque sorte, on ne peut accéder à ce que le frère représente que s'il n'est plus là. Et là, il y a vraiment, il franchit un cap du fait, en quelque sorte, de cette mort, à la fois à venger, et en même temps qui laisse la place libre. Mais ça n'empêche que le meurtre reste douloureux. Tu as cité le roman, il faut peut-être juste que tu rappelles qui est l'auteur du roman, quand est-ce qu'il est publié, et peut-être les ressemblances qui sont nombreuses, et les différences qui existent entre le roman et le film. Je vais aller vite parce que c'est toujours un peu chiant à faire, mais dans le cas de Marathon Man, il y a deux, trois choses. Globalement, donc William Goldman, qui est l'auteur du roman, en fait, Robert Evans achète les droits du roman avant même publication. Le bouquin sera quand même publié avant le film, mais il est acheté avant publication pour $500 000. Ça, c'est une somme absolument vertigineuse pour l'époque. On est en 76. Robert Evans y croit vraiment. Donc il achète les 74. Absolument. Et donc, si vous avez... Certains d'entre vous ont déjà lu le roman à tout hasard? Ouais, bon. Lisez-le parce que c'est un roman formidable. Et alors, donc encore une fois, sans rentrer dans le jeu des comparaisons, il y a d'abord le film qui est, parce que c'est William Goldman qui va se charger d'adapter son propre roman. Donc c'est évidemment intéressant de voir les écarts. Grosso modo, l'intrigue est à peu près la même. Hein. On peut dire que les changements majeurs, c'est les suivants. Évidemment, c'est la relation homosexuelle entre Roy Scheider et William Devane, qui en fait est allusive et quand même dite dans le film, mais il faut être concentré. Hein, quand il appelle Janie, au début on pense que c'est une femme la première fois, on comprendra, encore une fois on a du retard. Il est dans l'hôtel parisien au téléphone. Exactement. Quand il est l'hôtel parisien, il ramène ton cul ici, donc on pense à ce moment-là qu'il s'adresse à une femme, on comprendra plus tard que ce Janie, ce Janeway, c'est lui. Évidemment, quand Janeway arrive sur le théâtre du crime, quand il dit à Babe qu'il lui n'entend rien, et en fait ne le saura en réalité jamais, cette histoire-là, il lui dit mais je l'ai bien connu, vous pouvez me croire, et il range ses affaires, il prend sa trousse de toilette, enfin quand l'autre a sa main à la clinique, il dit on va arrêter le double un moment. Ça c'est formidable quand même comme phrase. Bon. Donc en fait, on a la relation homosexuelle entre Roy Scheider, évidemment, qui peut aussi, il faut rappeler que John Schlesinger était lui-même un cinéaste juif et homosexuel, et c'est une homosexualité qui n'a absolument jamais caché ni masqué, et l'homosexualité est un des thèmes qui traîne dans la filmo de Schlesinger, de Macadam Cowboy, Un dimanche pas comme les autres, et évidemment un Marathon Man. C'est en tout cas un sous-texte qui est là assez important. Donc dans le roman, la relation entre les deux, elle est beaucoup plus explicite. En fait, l'idée, c'est assez génial à mon avis, de Goldman en accord avec Schlesinger, c'est tout ce qui était explicite dans le roman, tout ce qui était de l'ordre de l'explication, etc., de le supprimer, de le remplacer par des images énigmatiques. Par exemple, le Is It Safe, qui est devenu très célèbre, je crois qu'il le dit 9 fois, si je ne dis pas de bêtises, Laurence Olivier, encore une fois, cette réplique-là, il faut la retourner. C'est ce qu'il fait Dustin Hoffman à la fin, la première chose qu'il lui dit, non, c'est pas safe du tout. Il faut toujours tout reprendre, tout retourner et reprendre à son compte. Mais ça, c'est un jeu de mots qui est intraduisible en fait en français, parce que Is It Safe, bon, alors on peut admirer la puissance, la qualité de Laurence Olivier à dire 9 fois c'est Is It Safe, bon. Mais en fait, le mot safe renvoie évidemment à sécure, inoffensive, enfin de tout ce qu'on veut, mais c'est aussi le deposit box, c'est aussi le coffre-fort en anglais, le safe. Et ce qui fait qu'en utilisant le mot safe, évidemment, ça nous renvoie à ce qui déclenche en fait fondamentalement tout le récit, à savoir, je veux ouvrir le coffre-fort, récupérer les diamants
Hein, c'est cette somme d'argent phénoménale faite sur le dos des juifs dans les camps. Et c'est ça, donc le safe, je pense que quand on est français et qu'on entend « is it safe ?» ou je sais pas qu'est-ce qu'il dit, c'est sans danger. Voilà. Le c'est sans danger, en fait, on perd le double sens du mot safe, hein, qui à mon avis est plus fort. Donc il y a beaucoup, chez Singer et Goldman, ils vont inventer beaucoup d'autres choses. Par exemple, le fait que lorsque Roy Scheider se fait agresser par Chen, le fameux Chen, à Paris, toute la discussion entre Roy Scheider et Chen, encore une fois, il en a fait un personnage mutique, qui ne dit rien, donc beaucoup plus inquiétant, plus fantomatique et lunatique. Dans le roman, pendant 15 pages, ils discutent tous les deux, hein, avant de se battre et que Chen soit finalement tué. Donc c'est un personnage, le personnage de Chen, qui existe véritablement. Et d'ailleurs, c'est bien possible que quand on voit le film, lorsque Roy Scheider mentionne Chen vers l'Arco Plaza, enfin au bord de la structure hélicoïdale avant de se faire tuer, en fait, on ne fasse pas forcément le rapport entre Chen et ce personnage-là. Bon, et ce qu'il invente aussi chez Singer à ce moment-là, c'est le regard du vieux qui est de l'autre côté. Hein, et ça, c'est très très bien. Il y a beaucoup d'idées comme ça. C'est qu'en fait, la violence, elle est très souvent regardée. Ah oui, l'homme au balcon, en face, dans sa chaise. Voilà, ouais, il n'est pas hyper en point, quoi, que j'appelle vieux. Il est quand même. Ouais, il regarde. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle, et cette figure en fait de quelqu'un qui est témoin de quelque chose de grave qui a lieu, qui voudrait alerter en criant comme la rescapée des camps à la fin dans Diamond District ou comme le vieux, etc., en fait, reste sourd. Personne ne l'entend. C'est comme s'il n'y avait que lui qui voyait qu'il est en train de se passer de l'autre côté. Et puis, je vais aller vite, évidemment, l'énorme changement, en fait, c'est la fin du film. Dans le roman, et dans la première version du scénario de William Goldman, en fait, Babe donc, attend en embuscade Zell qui va sortir de la banque et l'emmène en gros vers un bosquet de Central Park et lui tire dessus, lui décharge comme ça son pistolet et balance tous les diamants dans le réservoir. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que Dustin Hoffman, en fait, n'est pas à l'aise avec cette fin-là. Et alors, pourquoi je dis cette fin-là? Parce qu'il lui dit un truc un peu particulier quand même à ce moment-là. Je vais vous le lire parce que c'était ce qui était dans la première version du script. Donc là, je mentionne le roman de William Goldman. On est quasi à la toute fin. Donc Babe tient en joue Zell, qui est dans le bosquet, il va lui tirer dessus, et avant, il lui dit ça. Il faut peut-être tirer moi le micro. Alors, il dit, les gens, donc il dit ça à Zell qui est par terre, les gens ne vont pas au ciel ou en enfer, ils vont d'abord à un endroit, une sorte de petite station de chemin de fer, et c'est là où les choses se passent, parce que vous ne le croirez probablement pas, mais certaines personnes sur cette terre sont bien connues pour avoir fait des vilaines choses à d'autres personnes, des gens innocents, et dans cette petite gare, les gens innocents attendent, et puis quand vient leur tortionnaire, ils exigent une petite portion de vengeance. Dieu dit que la vengeance est bonne pour l'âme. Savez-vous qui vous attend, hein, monsieur Zell? Tous les juifs, ils sont tous là, et vous savez quoi d'autre? Ils ont tous des perceuses, comme celle dont vous êtes servi sur moi. Rappelez-vous, vous disiez à quel point c'était merveilleux, tout le monde va apprendre cela. Comment s'en servir? Eh bien, ils en ont, et ils attendent. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je pense que ça va être épouvantable. Et la fin, Zell était presque mort maintenant, mais Babe eut juste le temps de lui lancer. Je vous souhaite une éternité patente. Alors, une éternité épatante. Donc, vous voyez bien, donc là, tout est dit. En fait, dans cette espèce de monologue, en fait, on est en 76, qui nous dit grosso modo, c'est ce que dit Babe, et ce que dit William Goldman, etc. En gros, il y en a marre de la figure du juif victime, voilà, qui attend qu'il y ait un autre procès de Nuremberg, pour faire quoi. Maintenant, il faut, tu parlais tout à l'heure du Jewish Movie. Ou un autre procès Eichmann. Voilà, un autre procès Eichmann, qui est en fait le Revenge Jewish Movie, auquel appartiendra beaucoup plus tardivement un film comme Glorious Bastard de Tarantino. Hein. Cette idée maintenant que, et peut-être que tu diras un mot sur Sobibor de Lanzmann, mais il y a aussi cette idée à un moment donné qu'il faut changer son fusil d'épaule. En gros, il y en a marre, les Juifs doivent se venger en fait de ce qu'ils ont subi. Et évidemment, Dustin Hoffman, on est en 76, il n'est pas à l'aise, il trouve que c'est trop violent, et donc il va demander à William Goldman de réécrire cette fin, enfin d'en trouver une autre ou de l'adoucir, et Goldman va faire 4 versions qui seront en fait des variations de ça. Goldman ne va jamais en bouger de cette idée que ceux qui vous attendent avec des perceuses, hein, ce sont tous les juifs. Et ça, il veut pas, il veut garder ça, William Goldman.
Et à ce moment-là, on arrive à un moment de blocage où Goldman ne change fondamentalement pas le scénario, Dustin Hoffman n'est toujours pas d'accord pour jouer cette fin-là, et donc Robert Evans, il fait comme toujours appel à son vieux pote, il s'appelle Robert Towne. Robert Towne, très grand scénariste en fait des années 70, qui a beaucoup travaillé comme script doctor invisible, il n'est même pas crédité au générique, et c'est Robert Towne qui va réécrire en fait la fin de Marathon Man. Et cette fois, il rentre dans le réservoir, et évidemment l'idée, attention, l'idée en fait elle n'est pas modifiée. Disons que son scope, son spectre, ou sa volonté, on pourrait dire historique, elle est un peu amoindrie. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec Zell, évidemment de façon très maligne, évidemment la fin du film inverse le cliché de la cupidité des Juifs, puisque cette fois, c'est Zell qui est comme un gamin avec ses petits diamants. En fait, la seule chose qui fait réagir, c'est de perdre un diamant dans la grille du réservoir. Hein. Et donc il inverse le lieu commun là, l'homme se tue évidemment lui-même, et il se retrouve comme ça dans... Mais la violence de la fin originelle a disparu, alors, peut-être qu'une fois qu'on a parlé du début, on peut parler de la fin, puisque la fin est enfin, et ça c'est souvent le cas des films américains, la fin, en fait, on fait un film d'une heure 45 ou 2 heures pour arriver à corriger une séquence d'ouverture. C'est vraiment ça l'histoire des films américains. Et là, on revient évidemment au réservoir, mais tout a changé. Le réservoir est toujours là, mais Babe ne court plus, cette fois il marche, autrement dit, il ne poursuit plus une sorte de chimère, d'illusion, ce que lui reprochait Wiesenthal, son prof mentor d'une certaine manière, mais pour cette fois il marche, ça veut dire que d'une certaine manière il s'est apaisé, il a apaisé sa conscience, il a résolu les fantômes qui le hantaient. Alors on peut dire qu'il a résolu les fantômes qui le hantaient lui en tant que gamin dont le père s'est suicidé à cause du macartisme, mais qu'il a aussi un peu résolu certains des fantômes de l'histoire, hein, on oublie les années 70, évidemment ce rapport à l'Holocauste, etc. Et de façon, donc il marche, il ne court plus, évidemment, il marche en sens inverse de celui de la course du début. Donc c'est vraiment un film, la fin du film en fait résout, contredit d'une certaine manière, et prend le contre-pied intégralement de la séquence d'ouverture, et il y a ce geste symbolique qui donne un peu d'espoir, ce qui n'était pas du tout le cas dans le roman de William Goldman, puisque non seulement Babe disait ce que je viens de vous lire, il tuait Zell, les flics arrivaient, arrêtaient Babe, c'était fini. Donc voilà. Et en fait, ce que va faire Robert Towne, c'est donner un peu d'espoir, à la fin du film, puisque Babe prend le flingue avec lequel il a tué Zell, qui, n'oublions pas, en fait, c'est presque un peu comme Winchester 73. Winchester 73. Ouais. Il y a étudier Winchester 73, le film d'Anthony Mann où voilà. une arme circule. Une arme automatique, enfin un fusil à répétition, passe de main en main voilà. pour revenir à son propriétaire d'origine. Et c'est intéressant, alors je ne sais pas du tout, je ne crois pas que chez Singer ait pensé à Anthony Mann, mais en tout cas, c'est cette même idée que le suivi d'un objet nous raconte le film. Et là, c'est le suivi du flingue. C'est ce moment où le flingue est d'abord caché, dans une espèce de petit tissu, et puis le frère arrive, ouvre, le flingue est toujours là, les flics, et puis avant de prendre son bain, sa douche, Dustin Hoffman, il commence à ouvrir un peu le flingue, ce qui est une très 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 belle idée. Un mauvais film aurait dit, je commence à prendre conscience qu'il faut que je réagisse. Non. Là, on commence à enlever un peu le tissu. C'est-à-dire que le moment de la vengeance va arriver. Le déni, etc. Le flingue, il va à nouveau servir. Donc on commence un peu tranquillement à déterrer l'histoire. Il va tuer Zell avec. Alors après, on peut perlaborer comme des fous sur cette idée que c'est le pistolet du macartisme qui tue le fantôme des nazis. Alors, on y reviendra peut-être après, parce que là, ça devient un peu compliqué, mais c'est intéressant. Et à la fin, il jette évidemment le flingue, mais il jette à la fois le flingue qui vient de tuer Zell, autrement dit, façon pour Robert Towne de nous dire, c'est pas la solution de faire ça. À un moment donné, ce type l'a fait, mais c'est pas la solution pour tous les juifs, dont parlait William Goldman, et c'est aussi, pour le personnage de Babe, une façon enfin de faire le deuil de l'histoire de son père, de ce passé qui le hante, qui le bloquait littéralement, et il se déleste en fait du... Donc voilà. Juste une dernière chose, et je vous donne la parole. Tu parlais des objets, enfin du revolver qui circule. Vous aurez remarqué aussi, ça m'a frappé cette fois-ci en le voyant, que, et je ne sais pas si c'est une volonté consciente, ou en tout cas on peut supposer que oui, le nombre d'objets qui sont singularisés par la mise en scène, que ce soit la tête de poupée, la montre offerte par le frère,
les lunettes, il y a d'autres objets comme ça, et je me suis dit, c'est comme dans ces images terribles qu'on a vues des camps d'extermination, où on voit les montagnes d'objets, les valises, la grève des valises à Kennedy Airport, et tous ces objets qui s'accumulent et qui sont ce que les nazis récupéraient dans les camps d'extermination de ceux qui partaient aux chambres à gaz ou dans les fours crématoires. Et là, tout d'un coup, il y a dans le récit des gros plans ou des insistances sur comme une collection d'objets qui seraient des objets sans corps. Bon. Ça c'est assez troublant, m'a semblé. Et c'est vrai, mais là on peut parler à ce propos de la présentation de Laurence Olivier dans le film, qui est quand même une leçon de mise en scène. Hein, là, pour le coup, parce que dans les liens aussi, vous avez remarqué qu'on va passer du fleuve d'Uruguay en fondu au fleuve, en tout cas à l'eau du zoo de Central Park. Ce qui fait que la première fois qu'on voit le film, on ne sait pas, quand arrive le plan du zoo de Central Park, au bord duquel sont Mark Keller et Dustin Hoffman, à quel continent, à quel pays, à quel régime ou à quel ensemble de séquences ce plan appartient. Et moi, je me fais très souvent avoir en revoyant cette séquence. J'ai le sentiment que le plan du fleuve, quand on revient, et le plan du Uruguay, en fait, non, c'est déjà Central Park. Bon, ça, c'est une stratégie assez classique, mais c'est comment la mise en scène est déjà en train de mettre en rapport, de fondre l'un dans l'autre. La présentation de Zen par rapport aux objets dont on parle, elle est absolument formidable. On a quoi? On a la musique de Schubert, les chemises blanches, les crânes dans la vitrine, etc., les dents. Il n'y a que, ça y est, l'Yvette et les papillons, il n'y a pas la peine de mettre nazi qui clignote, on le sait tout de suite. Parce qu'il faut dire aussi qu'on est en 76, et c'est extrêmement subtil. Hein, et évidemment, l'ange de la mort, parce qu'on n'a pas dit, mais elle est inspirée, lointainement inspirée de Mengele, hein, qui s'était enfui en Amérique du Sud, en Argentine, etc., qui est au Brésil. Et qui n'a jamais été retrouvé en réalité, qui est mort de sa belle mort, j'ai envie de dire, mais qui n'a pas été retrouvé. Donc c'est un des modèles, l'ange de la mort, un des modèles lointains, parce qu'en fait, toutes les atrocités commises par Mengele, c'est quelqu'un qui était très obsédé par les déformations physiques, par les jumeaux, par les nains et les yeux bleus. Et il essaie de mettre au point, en fait, une manière de pouvoir donner des yeux bleus à quelqu'un qui n'en a pas. Hein, et il n'était pas du tout dentiste. Le dentiste, c'était le père de Robert Evans, qui était dentiste à Harlem. Aucun rapport, mais j'y pense. Et donc voilà. Et je dis ça parce que, en fait, on l'a pas dit, mais il faut le rappeler rapidement, que Laurence Olivier, donc il accepte le rôle, etc., mais c'est quand même un des 2-3 rôles qui vont caractériser, et on a conscience, sa carrière. C'est l'homme qui a joué l'ange mort l'ange de la mort dans Marathon Man. Et c'est pas inintéressant de se dire que l'année suivante, il accepte la proposition de Franklin Schaffner dans Ces garçons qui viennent du Brésil. Vous avez peut-être vu Laurence Olivier et Grégory Peck. Et cette fois, en fait, il va jouer un chasseur de nazis. Parce qu'il faut quand même, on ne peut pas rester sur cet épigone de Mengele, quoi. Et donc dans le suivant, il est du bon côté, c'est Grégory Peck cette fois, qui récupère la tenue de l'ange de la mort. Et c'est intéressant de voir Ces garçons qui viennent du Brésil, parce qu'on sait vrai, pour ceux qui l'ont vu, ou pas, c'est vraiment, on sent que c'est un film qui est fait dans la foulée de Marathon Man, c'est presque une sorte de diptyque, pas fait par les mêmes cinéastes, hein, Schlesinger et Franklin Schaffner, mais c'est vraiment deux films qui fonctionnent d'une certaine manière ensemble. On va dire un dernier mot, et après vraiment on vous laisse la parole, un dernier mot sur peut-être la question du double ou de la duplicité, ou du moins, parce qu'il y a une chose très belle, on a dit au début, tu as cité Robert Benayoun qui disait tout est invraisemblable dans ce film et tout fonctionne, mais par exemple, pour vous donner un exemple de ce que c'est que la logique cinématographique qui n'a rien à voir avec la vraisemblabilité. D'abord, il y avait une phrase d'Hitchcock qui disait mais pourquoi voulez-vous qu'un film soit logique alors que la vie ne l'est pas? Bon, une fois qu'on a entendu ça, on se dit, bah ouais, c'est réglé. Et l'autre chose, c'est la sculpture que vous voyez dans la séquence où Roy Scheider est exécuté donc, par Laurence Olivier, enfin par Zell. Et cette incroyable sculpture fontaine, donc qui est, Arnaud Corbit qui est là me le précisera, mais je crois que c'est un artiste qui s'appelle, bon, on le retrouvera plus tard, son nom m'échappe, mais toujours est-il que c'est une sculpture fontaine, une création, dont vous l'avez vu, elle fonctionne en double, une sorte de double escalier, donc un principe de miroir ou d'inversion. Or, cette sculpture existe vraiment, mais elle est à Los Angeles. À l'Arco Plaza. Hein, à l'Arco Plaza, à Los Angeles. Et le film, évidemment, se déroule à New York. Je pense que beaucoup d'Américains, voyant
en quelque sorte, ce film, savent ou reconnaissent que cette sculpture est de Los Angeles dans un film qui se déroule à New York. Mais l'invraisemblance, en quelque sorte, est légitimée par Schlesinger parce qu'il a besoin de cette forme. Il a besoin de cette Herbert Bayer. Voilà, Herbert Bayer. Ouais. Et il a besoin de cette forme, il a besoin de cette figure. Le moment où Roy Scheider est au sol, se tord de douleur, et que l'eau coule derrière lui de manière frénétique, comme une espèce de comment on appelle ça, tu sais, dans les chambres d'hôpital, la ligne, enfin, la ligne de vie qui s'affole. Il y a quelque chose dans cette, voilà, la recherche d'une figuration qui se passe absolument de la question de la vraisemblance, de la logique, de ça, mais ça c'est pas ici, mais voilà, tout film est un collage, et je trouve que cet exemple est absolument majeur, en plus qu'il a besoin de cette figure, elle aussi un peu hélicoïdale, c'est-à-dire cette figure du double escalier inversé, parce que dans le film, personne n'est celui qu'il prétend être. C'est un principe. Sauf Babe. Voilà. C'est un principe, on pourrait dire, du film d'espionnage, mais là, tout personnage a en quelque sorte, parfois même il a deux noms, Scylla et Doc, mais tout personnage apparaît d'une certaine manière et est en fait autre chose de ce qu'il est. Le plus bel exemple étant peut-être Mark Keller, à laquelle on croit, si je puis dire, à laquelle on s'attache. Et Schlesinger avait raison, il a dit The Day of the Locust, enfin le jour du fléau a été un échec et le Marathon Man un succès. C'est parce que dans Marathon Man, évidemment, tout le monde sait à qui s'identifier. On s'identifie à Babe, on est avec lui, on veut qu'il s'en sorte, on veut qu'il tombe amoureux, on veut qu'elle l'aime, enfin bon, on est pris dans des affects qui sont instinctifs, évidents, et qui font qu'en quelque sorte, littéralement, on marche, voire on court. Et ça fonctionne évidemment très très bien. Et Mark Keller, juste sachez une chose, c'est qu'elle est repérée par Schlesinger et Robert Evans, ils viennent la voir au théâtre à Paris, où elle joue, ils l'engagent, elle ne parle pas un mot d'anglais quasiment, elle apprendra son rôle phonétiquement, et c'est comme ça aussi que dans les séquences d'improvisation, elle se met à parler français. Et quand Dustin Hoffman la provoque devant la maison du frère de Zell, c'est une séquence en partie improvisée au tournage, et ce qui lui vient à elle immédiatement, c'est les mots en français. Et c'est ce que le film va garder. Oui, sur la duplicité, est-ce que tu veux rajouter ? Non, mais juste par rapport à Mark Keller, qui est évidemment, quand on a Hitchcock en tête, et Schlesinger, il l'a, en fait, Schlesinger, il est aussi, il est anglais, et surtout il est malin, il va chercher, en fait, on sent. Alors, il y a plusieurs petites choses à dire. C'est qu'on sent à ce moment-là, il se dit en 75-76, où est-ce que je peux aller, en fait, prendre les meilleures façons de mettre en scène ou les meilleures techniques pour faire un thriller, qui, par moments, frôle avec l'étrangeté. C'est pour ça que les 20 premières minutes sont incroyables, parce qu'on est à la frontière constante. En fait, les 20 premières minutes, on ne sait pas si on est du côté d'Hitchcock ou de Polanski. En fait, fondamentalement, c'est ça. Un peu du Locataire, un peu de Rosemary, il y aura bientôt Frantic. C'est vraiment, évidemment, le chain un peu bizarre, les grèves de poubelle, tous ces éléments, ces espèces d'anomalies bizarres comme dans les films de Polanski, là, il n'y a que ça. Évidemment, le landau qui va exploser. Le ballon, alors évidemment, tout le monde a repéré sans doute la référence à M de Fritz Lang, mais c'est vraiment un moment polanskien. C'est que le moment où la réalité, on est tellement pris dans un jeu de dupes et de doubles, qu'à un moment donné, tout peut même s'effondrer, on ne sait même plus où elle est, et on peut basculer dans le fantastique. Ça, moi j'ai trouvé, c'était assez intéressant. Évidemment, Mark Keller, on pourrait dire c'est une sorte d'épilogue d'Eva Marissin dans La mort aux trousses. Évidemment, le film est rempli, quels sont les films qui ne sont pas remplis de la vision La mort aux trousses, mais là il y en a évidemment. Donc on est vraiment entre Hitchcock, on pourrait dire, et Polanski. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à cette séquence donc, de la structure hélicoïdale, etc., que je trouve intéressante, bon, pour plein de raisons, mais surtout parce que, alors tu parlais du rideau d'eau. En fait, ça c'était vraiment, si vous avez vu un peu certains des films éclairés par Conrad Hall, que ce soit de Sang-Froid, Butch Cassidy et Lucky ou des films comme ça, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup en fait ce travail en fait sur l'eau, comment est-ce que l'eau est un moment du décor et interagit sur les personnages. Il y a un plan qui est extrêmement célèbre de Sang-Froid, dans lequel Robert Blake, l'un des tueurs de Sang-Froid, tiré du bouquin de Truman Capote, est au bord d'une fenêtre, il pleut, et en fait la pluie
hein, qui tombe sur la vitre, se reflète sur le visage de Robert Blake. On a l'impression qu'il pleure à ce moment-là, qui est un moment, voilà, pour les amateurs ou les apprentis chefs opérateurs, qui fait partie de ces plans, hein, qui ont évidemment marqué. Et pourquoi je voulais parler de cette séquence un peu en particulier? Parce qu'on pourrait presque dire que c'est le moment Pakula de Marathon Man. Il y en a deux autres. Il y a celui où Zell sort de l'aéroport Kennedy. Il y a ce plan où vous voyez cette espèce de tube. On n'est pas très loin d'un film de Pakula. Le grand tube blanc, le grand couloir blanc, où Zell dit « Nous sommes au pays de l'abondance, ce pays croit que Dieu est de son côté. » Ce plan-là, on pourrait éventuellement le trouver dans un film de Pakula et on le met dans Parallax View, ça passe très très bien. On arrive donc à cette fontaine dont tu parles de Los Angeles, en fait, dont on pense que c'est New York. Pareil, utilisation d'architecture écrasante, le décor, l'abstraction, on se dit là, c'est encore du Pakula. Mais il y a quelque chose, et je dis ça pour évoquer quelque chose qui me semble très important, que je sais dire un tout petit peu en intro tout à l'heure, c'est que c'est à la fois un film qui appartient au cinéma de loin du complot de l'époque. Hein. Cette idée que tout sont des réseaux, on ne sait plus qui dirige. Moi j'adore la phrase de William Devan, qu'est-ce que vous faites? We provide, nous pourvoyons. C'est bien à garder ça en tête. Je trouve ça marche pour plein de trucs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je pourvois. Je pourvois toujours. Donc, ce côté, il lui explique, il lui fait un truc très Hitchcockien, même dans la façon dont, en fait, il lui raconte, il y a le FBI, le CIA, on est entre les deux, etc. En fait, tout ça est foireux, c'est le MacGuffin, on s'en fout, en réalité. Hein. Mais, il y a ce côté, on pourrait presque dire, Pakula, c'est-à-dire, on est écrasé ou dominé par des forces politiques capitalistes qui nous dépassent complètement, et les humains ne sont plus que des petites figurines. Warren Beatty dans Parallax View, plus le film avance, plus il est ridicule dans le plan, puis à la fin c'est plus qu'une silhouette, ça a disparu. En fait, chez Singer, il prend le contre-pied exact de ça. Parce que tous ces films dossiers des années 70, ce sont des films qui travaillent l'abstraction, et on pourrait dire la dissolution de l'humain dans cette forme d'abstraction. Des décors, des plans extrêmement composés, des architectures inquiétantes, anxiogènes ou autres. Et on voit que chez Singer, il ne fait pas ça, puisque, comme tu disais tout à l'heure, il fait surgir de l'organique, du viscéral, ce qui n'était pas le cas du tout du cinéma du complot, qui est plutôt du côté de la poussière et du minéral, lui dit non. On transpire, on s'éventre, on s'égorge. Donc le film, d'un seul coup, fait ressurgir de l'organique à l'intérieur d'un genre qui avait tendance plutôt à le mettre de côté. Je dis ça parce que c'est important. Et surtout, il fait ressurgir une figure de méchant qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Parce que quand vous regardez les 3 jours du Condor, vous regardez Croissance secrète, Parallax, etc., on a toujours accès au nervi du méchant, le nulard, mais le vrai, le cerveau, on ne sait jamais où il est. Là, d'un seul coup, il arrive, c'est la caricature des caricatures, au sens strict du terme. Ancien nazi, la gueule de Laurence Olivier, il est rasé. Je pense dans le pire des cauchemars, il n'y a pas pire que Zell. Et c'est intéressant parce que Zell, c'est presque un méchant old school par rapport aux années 70, qui va petit à petit faire retour dans les années 80. Et donc, ce que nous dit Schlesinger, c'est intéressant, il dit, bon, et c'est bien vos histoires de réseaux, de corporations, finalement ça arrange tout le monde, parce qu'on ne réagit pas, parce qu'on n'a jamais accès au centre du pouvoir. Non, moi je vous en désigne un, c'est Zell. Et ça, c'est intéressant, évidemment, par rapport à la question à la question de l'Holocauste, et la façon dont on va réécrire peu à peu l'histoire de l'Holocauste. Il faut rappeler que la série Holocauste sortira 2-3 ans plus tard, et va aussi contribuer à cette histoire-là. Le bouquin de Robert Paxton sur la France de Vichy est sorti en 72. Enfin, c'est un moment, les années 70, de Monsieur Klein, il y a quelque chose. Marathon Man fait partie de cette histoire, on pourrait dire, du cinéma-là. Mais je voulais mentionner cet écart entre Pakula, on pourrait se dire, c'est un film du dossier complot, mais dans le fond, il ne dit pas du tout, à mon avis, évidemment, la même chose. Et la toute dernière chose par rapport à ce que tu as dit, c'est l'outil d'identification. On s'identifie à Babe. Oui, on s'identifie à Babe, évidemment. On s'identifie à Babe. Bon. Mais il y a un moment qui est peut-être la plus belle séquence du film, qui est évidemment la séquence où Zell est reconnu dans Diamond District, que je trouve une séquence, à chaque fois je la vois. Et il faut dire que plusieurs séquences du film, dont des plans de celle-ci, sont tournées au Steadicam. Ça aussi c'est important. Le Steadicam, c'est cette caméra portée à même le corps grâce à un harnais, et qui permet en quelque sorte de marcher ou de courir comme Dustin Hoffman. Elle est inventée en 75-76 par Garrett Brown, qui est le concepteur de cette caméra révolutionnaire, et c'est dans ces films-là, dans Rocky, dans En route pour la gloire de Al Ashby, qui sont tous des films de 76,
que vraiment cette révolution filmique commence à infiltrer le cinéma hollywoodien, et c'est le cas dans ce film aussi. Pardon, mais c'était, voilà... Oui, bien sûr, c'est important, enfin, surtout que on suit un marathonien, enfin bref. Et non, ce que je voulais dire sur la question, voilà, cette question de l'identification, parce que le film a quand même un côté retors. On en a parlé, bon, je sais pas le temps qui nous reste, mais très peu. Voilà, c'est ça. Mais quand je dis nous, c'est collectivement. Hein. Oui, mais ils sont toujours pas parlé. Ah ouais, ça va bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette question d'identification, elle est très importante, puisque lors de la séquence de Diamond District, en fait, le film nous met dans la peau de Z. C'est-à-dire que si on est honnête, me semble-t-il, avec notre propre identification, nos propres affects, on est pris entre deux eaux. On se dit, oui, mais cette femme, effectivement, on reconnaît, et puis l'homme, avec évidemment le numéro des camps, etc. Mais le film, de façon, là, pour le coup, très languienne, hein, nous met dans la peau du salaud. Et on a envie, à ce moment-là, que Zell, il s'en sorte. On est de son côté, la séquence est filmée de son point de vue. Je reviendrai après parce que Schlesinger a beaucoup dit c'est un film sur la peur, hein, plus qu'un film à message sur l'histoire. Il faut prendre ça très au sérieux. Et la peur et le cauchemar, ça circule entre les personnages. Énorme peur énorme cauchemar pour Babe. Et l'autre, le Zell, il a aussi. D'ailleurs, il a tellement peur que toute cette catastrophe de film vient parce qu'il pense qu'on va peut-être lui dérober l'argent. Lui aussi a des cauchemars. Et quoi de plus grand cauchemar pour un ancien nazi qui a échappé au procès réfugié en Amérique latine que se retrouver à Diamond District à New York. C'est le cauchemar intégral. Et on voit que Schlesinger, à ce moment-là, il filme du côté de ce cauchemar. Et je trouve ça assez, on va dire, audacieux de sa part. Et le point, on va dire, le deuxième niveau de ça, et que je trouve en fait le plus intelligent, en fait, parce que bon, d'accord, c'est qu'en fait, pourquoi, en fait, William Goldman, parce que c'est dans le roman, pourquoi William Goldman, Schlesinger, etc., en fait, joue avec cette question, ce désir secret, inavouable, un peu honteux, que Zell s'en sorte de Diamond District. Parce que, en fait, William Goldman conçoit, il l'a dit plusieurs fois, c'est un film sur la vengeance. Souvenez-vous la phrase que je vous ai lue sur la fin, etc. C'est pas un film sur la justice. Autrement dit, si Zell se fait arrêter là, il est reconnu, que les passants quittent leur apathie et disent oui, vous avez raison, etc., c'est pas une folle, on l'arrête. À ce moment-là, il est arrêté par les policiers, conduit pour un procès, justice. Et en fait, Goldman, il veut pas ça, il nous fait un film sur la question de la vengeance. Et celui qui a le droit de se venger, le seul qui peut accomplir la vengeance, c'est pas elle, en fait, c'est Babe. Donc en fait, on épargne la mort de Zell qui aurait conduit à la justice là, pour que la vraie vengeance du petit juif ait lieu en la personne de Dustin Hoffman. Et je trouve que c'est très malin, en fait, du point de vue du scénario. Bon. Promis, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions? Là, oui, allez-y. Juste une petite question à votre attention. Vous avez dit avoir vu le film pendant votre enfance. Une petite précision. Parlez dans le micro. Bernard Benal. Oui, parlez dans le micro. Allez-y. Vous aviez quel âge lors À peu près. C'est mon psychanalyste. Oui, tu ne peux pas y échapper. Je dirais entre 10 et 13 ans. Ah oui. Ben oui. Et même, non, c'est... Non, ouais, j'ai vu à peu près. Non, étant né en 65, le film étant de 76, je l'ai forcément vu dans les années 80 à la télé. Ah non, je ne l'ai pas vu en salle, la première fois je l'ai vu à la télé. Ah bah voilà, donc c'était dans les années 80, forcément. Merci. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce moment biographique, avec un peu plus de cours. Oui, une autre question. Oui, merci. En fait, c'était très bien ce que vous disiez, donc j'ai pas de questions, je dirais juste une chose. Il faut aller voir Un simple accident de Jafar Panahi. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur la vengeance et la justice. Voilà. D'accord, très bien. Là, juste devant vous, il y a quelqu'un qui... Voilà. Alors en fait, si je m'écoutais, je poserais plusieurs questions, mais bon, c'est sur l'aspect, comment vous dites, c'est pas vraiment un film dossier, mais je trouve quand même que Schlesinger, qui était... Schlesinger, peut-être je prononce mal, je ne sais pas quelle est la prononciation correcte, bon, on s'en fout. Dans Macadam Cowboy, il flinguait quand même un peu un mythe américain à travers le personnage du cowboy. Et là, je trouve qu'il flingue encore les États-Unis à travers la politique étrangère américaine incarnée
indirectement par la CIA, quoi. Bon, on dit qu'ils ne sont pas de la CIA, qu'ils sont ni FBI ni CIA, mais bon, ça sent quand même la CIA à plein nez, cette histoire. Et que... Vous en savez quelque chose? Juste pour vous répondre, d'une certaine manière, enfin en décalant le propos, Schlesinger a dit, à propos du Jour du Fléau, est-ce qu'Hollywood me pardonnera jamais d'avoir fait un film comme Le Jour du Fléau? Voilà, donc il avait conscience qu'il y allait fort parfois. Okay. Mais bon, moi je trouve quand même qu'il y a les liens entre l'histoire du gouvernement américain et les nazis qui ont réussi à s'en tirer, bon, elle est quand même un peu présente dans l'histoire, dans le scénario et dans la façon dont c'est raconté. Et d'après ce que j'ai lu, il y a quand même un certain nombre de scènes qui ont été coupées dans le montage final. Donc, question annexe, est-ce que ces scènes coupées, on peut les voir? Apparemment, elles sont dans le montage final. Donc, oui, il y a eu une preview, enfin comment dire, un screen test, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, oui, preview, c'est-à-dire une preview, c'est-à-dire une première projection avant la sortie publique en octobre 76 à San Francisco, et visiblement ça s'est mal passé. Il y a eu des réactions dans la salle parce que la scène du dentiste durait plus longtemps qu'elle n'existe dans le montage final, parce qu'il y avait une scène qui a totalement disparu et qui est dans le roman, me disait Jean-Baptiste, où Roy Scheider tue 2 personnes et toute cette scène, une grande violence, a disparu aussi. Donc il y a en fait ils ont la violence. Hein, voilà, c'est la violence frontale et représentée et qui là dans le film est beaucoup plus insidieuse parce que finalement il n'y a pas tant de violence que ça, mais on la ressent beaucoup et entre autres je pense effectivement du fait des effets sonores de la musique de Michael Small, qui crée une tension et une attention et une crainte qui passe par là. Ces scènes coupées, elles ont été commercialisées ou on ne peut pas tout les voir? À ma connaissance, soit elles sont dans les coffres-forts, dans les safes de la Columbia, de Paramount, soit c'est dans les coffres de Paramount, soit c'est... Il n'y a jamais eu d'édition Blu-ray ou DVD qu'ils ont sorti. Les intégrants, vous voulez dire? Non. Les c'est séquençable, non. À ma connaissance. Un autre point que je voulais voir, c'est en fait l'évolution du personnage de Dustin Hoffman. C'est jamais évoqué directement, mais par son nom de famille, le nom de famille du personnage, donc on sait qu'il est d'origine juive. Et au début de l'histoire, sa préoccupation est tournée plutôt vers le macartisme, mais son personnage évolue parce qu'en fait, il se prend frontalement l'histoire de l'Holocauste, et là du coup, peut-être qu'il renoue avec une histoire familiale non dite, et il arrive en fait à mûrir parce que il affronte enfin l'origine des non-dits familiaux, qui n'étaient pas seulement de macartisme, et qui remontaient à beaucoup plus loin. Donc, est-ce que c'est vraiment une lecture du film? Oui, non, mais bien sûr, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, il est très centré sur son propre passé. C'est quelqu'un dont on sent qu'il n'a pas réussi à grandir, en réalité, et qu'à l'adolescence. C'est pour ça que même le fait que Dustin Hoffman ait 38 ans et joue le rôle d'un jeune, ce hiatus-là, je trouve qu'il profite, d'une certaine manière, au film. Donc, évidemment, il est sur le passé, on essaie de lui dire, même son frère lui dit, lorsqu'il tente de lui montrer les interviews qu'il a fait pour sa propre thèse, il lui dit mais non, c'est du passé, il faut oublier. Pour moi, c'est du passé. Et Dave lui répond peut-être pour toi, sous-entendu, pour moi, ça l'est pas, évidemment. Et en fait, d'une certaine manière, il va remplacer, du point de vue de Bay, une terreur par une autre, parce qu'il répond à son prof, Wiesenthal, je fais une thèse sur la tyrannie, grosso modo, américaine, pour faire court. Alors, il cite les différents exemples. Mais en fait, ce que raconte fondamentalement le film, c'est qu'il passe effectivement d'une histoire, leur premier motif c'est ça, c'est la question du McCarthy, c'est d'abord parce que son père s'est suicidé, et comme il le dit, il veut montrer qu'il n'était pas innocent, qu'il n'était pas coupable. Et à une histoire qui est une histoire collective, de certaine manière. Ensuite, il est rattrapé, on pourrait presque dire, vous dites l'Holocauste, par sa judéité, évidemment. D'où, je dirais, la cohérence du roman de William Goldman, quand à la fin il dit « tous les Juifs ».
c'est que Babe, à la fin, il devient tous les juifs. Et ça, en fait, c'était un peu, voilà, ils ont tenté d'un peu d'atténuer tout ça. Juste une chose que vous disiez sur la question du capitalisme, nazisme, oui, je ne l'ai pas mentionné parce que c'est dit dans le scénario, hein, quand il dit effectivement, parce que c'est un truc de l'histoire, c'est qu'effectivement, notamment dans les années 50 aux États-Unis, obsédés par le macartisme, les communistes, etc., la question des anciens nazis a été minorée et qu'ils se sont concentrés, en fait... Oui, quoi, dès le projet Manhattan, bien sûr, il y a des... Voilà, bien sûr. Mais ça rend pas le film original parce que plein l'ont raconté, on est tous d'accord. Voilà. Et quand surtout, même, n'oublions pas le lien qui existe, enfin, l'antisémitisme contenu dans le macartisme. C'est une des dimensions du macartisme. Et ça, c'est qui fait un pont et un lien. Oui, il y a eu plusieurs techniciens, je pense notamment à un compositeur comme Jerry Fielding. Bon, il y a eu beaucoup d'artistes de Hollywood qui étaient à la fois juifs et plutôt à gauche et qui se sont pris le macartisme en pleine figure. Non, mais ça en fait c'est tellement dit textuellement en fait dans le film avec cette idée intérêt bien compris, on préserve ce nazi parce qu'il nous en balance 40 autres derrière, enfin bon voilà, mais ça c'est disons qu'on l'a pas commenté parce que vous voyez c'est ce qui est dit dans le film, à moins de dire non, il a tort ou il n'a pas dit, bon il n'y a pas grand chose à en dire mais vous avez raison bien sûr. Ici, excusez-moi. Oui. Donc moi j'ai lu quelque part que William Goldman, lorsqu'il écrit sa nouvelle, il s'est inspiré, il y a mis beaucoup de sa vie privée et j'avais lu que son père s'était suicidé et que lui l'avait découvert et on découvre ça aussi dans le film avec le flashback. Après c'est une information qui reste à être confirmée ou pas. Et autre chose, concernant la construction du film, j'ai pensé à The Sorcerer, dans le prologue. Absolument. Très très bonne remarque, mais c'est vrai. Donc, dans la manière où il présente les personnages dans différents lieux géographiques, et aussi je trouve qu'il filme Paris de manière, je dirais, menaçante. Donc c'est assez original, il ne tombe pas dans la caricature, Tour Eiffel, Champs-Élysées, baguette de pain, etc. Et ça fait qu'ajouter à ce film sa puissance, quoi. Vous avez tout à fait raison. Alors, le cliché, bon, quand Leclerc apparaît, il a quand même du pâté, du pain et du vin. Oui. Moi, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, parce que Hitchcock a toujours dit le cliché, c'est très important. Hein. Je veux dire, voilà, en Suisse, il y a des moulins et des coucous, et puis c'est comme ça qu'il faut y aller. En fait. Mais vous avez tout à fait raison. Et le rapport, en fait, à Sorcerer est évident. Le film, Le Convoi de la peur. Le Convoi de la peur, Friedkin, réalisé 2 ans plus tard. Et ces récits complètement éclatés qui racontent l'histoire de ces 4 personnages qui vont se retrouver à un moment donné dans un bled d'Amérique du Sud, c'est tout à fait vrai. Mais je pense que vous avez raison du point de vue du récit, on parle parce que du scénario. Mais à mon avis, le point commun à tout ça, c'est bon, il y a Roy Scheider, évidemment, on voit Roy Scheider, on ne peut pas ne pas penser au fait qu'il va lui-même jouer dans Sorcerer après coup, mais je pense que c'est le lien entre Conrado Hall et Gabriel García Márquez. Je dis ça parce que c'est la même chose. Conrado Hall, c'est quelqu'un qui était obsédé par le fait d'introduire quelque chose, on pourrait presque dire d'un peu magique, dans de l'ordinaire, des petits dysfonctionnements. Effectivement, cette question, par exemple, la question de la grève, les poubelles, les boulangers, c'est un truc qui vient de Schlesinger pour le coup. Mais ça donne un sentiment presque pré-apocalyptique, de crise généralisée, comme s'il y a quelque chose qui collectivement allait sortir de ça, presque à la limite presque du genre d'une certaine manière. Et Conrad Hall, il caractérisait son genre en disant « moi je fais du naturalisme magique ». Bon. Et évidemment, quand vous pensez à Gabriel García Márquez, 100 ans de solitude, qui a été la grande référence esthétique de William Friedkin lorsqu'il tourne Sorcerer, Gabriel García Márquez était l'inventeur du réalisme, on pourrait dire, pour faire court, du réalisme magique. Donc tous les deux, en fait, ils se rejoignent exactement sur cette idée qu'on filme une réalité, vous parliez de Paris, ça peut être New York, etc., mais on introduit des hiatus dedans, en fait, on la décale légèrement, ce qui d'où le côté un peu Polanski dont je vous parlais au début. Tout a l'air normal, mais il y a des hiatus là-dedans qui semblent nous dire, en fait, la réalité n'est pas exactement ce qu'elle paraît être, ou on est toujours au bord de quelque chose. Et je pense que c'est le lien esthétique véritable entre Sorcerer et Marathon Man, même si à partir de la seconde partie, c'est-à-dire que quand Babe
parvient à s'enfuir, je dirais que la dimension magique, inquiétante, étrange, elle est moins présente. En fait, tous les éléments sont maintenant là, on négocie avec ces éléments-là. La part d'étrangeté, elle, me semble-t-il, elle disparaît un peu dans Marathon Man, mais en dernier tiers. Vous avez tout à fait raison. On va prendre encore une question. Oui, vous parliez donc de ce qui vous avait marqué quand vous aviez vu Marathon Man enfant, un peu plus tard. En fait, je réfléchissais, Et alors je réfléchissais à ça, je l'ai vu dans la deuxième moitié des années 70 à la télévision, c'est là que je l'ai vu, il n'y a pas de moyen. Voilà, et c'est là que je l'ai vu aussi. Et donc, pour parler d'un souvenir aussi important, moi, ce qui m'est toujours resté, c'est la figure de Laurence Olivier comme criminel nazi. Je trouve qu'il n'y a pas pire. Il est absolument glaçant, il est terrifiant et ça m'a toujours marqué. Voilà, ça c'est une chose. Et juste pour vous répondre à ça, sur le côté glaçant, il a dit dans la séquence où il intervient dans la bouche de Dustin Hoffman, et donc il a dit que pour jouer le dentiste à ce moment-là, pour avoir cette douceur dans l'intervention, et presque il lui tapote la joue, il le caresse, il le met en confiance, il a dit qu'il s'était inspiré du jardinier de Robert Evans, quand il l'avait vu traiter les roses de Robert Evans avec tant de douceur et d'attention, il a dit c'est comme ça que je vais te jouer. Je vais te jouer non pas en force, mais tout en douceur. Et c'est ça qui évidemment fait encore plus peur, puisqu'il a l'air d'être, rassurant, et en fait il est terrifiant. Et alors après, il y a une chose qui m'a frappée là, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre. C'est comme si il n'y a pas de police, il n'y a pas de shérif qui arrive, il n'y a pas un appel au secours, il n'y a personne qui répond. Les seuls autres, à un moment, ça pourrait être le professeur du début. Il y a la bande de latinos là en bas de l'immeuble. Mais en fait, on ne peut jamais sortir de cette histoire avec les personnages qui sont là. Quand Mark Keller va l'emmener dans cette maison, on arrive dans un endroit où il n'y a personne. Il n'y a personne sur la route. Ça accentue, je trouve, ce côté cauchemardesque et qui tourne en rond parce que on dirait que rien d'autre n'existe. La CIA, moi je ne crois pas qu'elle y est, il n'y a pas le FBI, il n'y a personne. Ils sont enfermés dans leur... Oui, c'est une histoire tellement souterraine et cryptique que effectivement il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de recours. Oui, exactement. Et il y a un côté presque clandestin. Comme si ça se jouait en parallèle de ce qui peut se passer par ailleurs dans la ville à ce moment-là, enfin, et sans que personne vraiment n'en sache rien. Ça m'a vraiment frappé. Voilà. Oui, ça me paraît un sentiment très juste. Alors, attendez. Oui, allez-y. Oui, pour rappel, le film était interdit au moins de 18 ans quand il est sorti. Ah ouais. Et donc, comme beaucoup de gens, je l'ai vu la première fois aussi à la télévision, je l'ai vu de nombreuses fois. Il y a une scène que j'ai du mal à expliquer, c'est la scène du valet qui entre avec le veston, qui ouvre le placard. Ah ouais. Il y a un problème de temporalité entre l'agression qu'il subit et cette scène-là. Comment vous l'expliquez? En tout cas, c'est ça. Les deux scènes sont liées. Et comment dire, le valet entre, je l'ai compris là, le valet entre pour déplacer la porte armoire, la porte vitre, glace, qui va faire réflexion et donner en quelque sorte une vue de périscope à l'autre quand il va vouloir venir tuer Roy Scheider. Sauf qu'il s'écoule beaucoup de temps et il faut supposer que Roy Scheider n'a pas refermé la porte. Mais toujours est-il qu'optiquement, je me suis longtemps aussi interrogé là-dessus. Je me suis dit, en fait, c'est pour repérer que Roy Scheider est bien dans sa chambre, que le valet lui fait le coup du faux costume. Mais en fait, il vient pour ouvrir l'armoire à glace de la chambre d'hôtel et créer en quelque sorte la vision qui va permettre à Cheng de savoir où est positionné dans la chambre Roy Scheider au moment où lui va entrer. C'est-à-dire, l'autre est sur le balcon et je le vois dans la glace. Sauf qu'il s'écoule du temps et qu'il faut accepter que la porte n'a pas bougé. Et puis une dernière chose, le personnage de Zell, oui. Il est terrifiant, mais en même temps, il a quelque chose de très séduisant. Enfin, il est magnifique, je trouve.
on dirait un beau grand-père. Il a une espèce d'ambivalence comme ça, d'ambiguïté terrifiante. Quoi. Il est à la fois horrible et... En fait, je pense que ce que vous appelez le beau grand-père, enfin, je ne sais pas si ça veut dire un grand-père comme ça. Physiquement, je veux dire, mais en fait, je pense que c'est le côté enfant. En fait, c'est ça qui est, parce que tu parlais, c'est la douceur. Ce qui est fascinant, c'est l'absence d'empathie. Hein. Et évidemment que c'est quelque chose de fascinant au sens strict du terme. Comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce qu'on peut comprendre l'absence d'empathie? C'est quelque chose de fou. Et évidemment, qui renvoie à tout sous-texte lié à la question de l'Holocauste et des camps. Tu parlais de l'oreiller avec le pyjama rayé, etc. Enfin, tout. Je veux dire, il y a ce que va revivre Babe, il revit en miniature une tentative de retour au camp d'une certaine manière. Et ce personnage-là, c'est d'un côté le summum de l'homme qui tue, mais comme il considère effectivement, il aurait presque pu dire à Dustin Hoffman, vous savez, il n'y a rien de personnel. Il aurait pu dire ce genre de choses-là. C'est ce qui le rend glaçant, comme vous disiez. C'est qu'il n'y a même pas de rage, il n'y a même pas de haine. Je veux dire, il le fait parce qu'il doit le faire. Et il y a éventuellement un truc un peu enfant. On le voit quand il découvre les diamants. Il n'a pas une réaction qui est à la hauteur, en tout cas qui coïncide avec ce qu'il est depuis le début. Et je pense que c'est ce qui le rend effectivement fascinant. Enfin, c'est cette espèce d'absence totale d'empathie. On va pas s'en sortir. Non, mais et puis il y a un aspect vraiment reptilien qui est tout à fait signifié visuellement et aussi musicalement. Effectivement, on le voit, il dit d'avaler les diamants. Très souvent, si on observe bien, il masque ses dents. Olivier. Alors, c'est plusieurs fois avec ce plan où on le voit justement avec les diamants et voilà, plusieurs fois aussi au moment où il s'apprête à avaler le diamant. Il y a un aspect de la musique aussi, hein, presque de serpent à sonnette à certains moments. Oui, il y a un aspect, et puis même d'ailleurs, Olivier avait... parce que Schlesinger souhaitait que Olivier porte la moustache comme Mengele, puisqu'il y avait une allusion, il a dit non, c'est pas la peine, je saurais exploiter ma bouche un petit peu sadique. Et donc effectivement, le personnage est glaciant reptilien, et c'est très très bien signifié visuellement en trois moments clés. Au moment dans la salle où il dit comme une sorte de crochet d'hameçon, et puis le discomfort, ou je ne sais plus, voilà, c'est très bien dit. Le moment aussi où il avale le diamant dans la station de pompage, et puis avant dans la salle du coffre-fort. Et puis ce que je trouvais intéressant dans ce que vous disiez, c'est aussi le thème Hitchcockien du double. On le voit aussi avec l'effet symétrique. Les deux frères, Zell et son frère, et puis effectivement Babe et son frère, enfin les nazis et puis il y a les deux juifs. fois deux frères. Voilà, c'est effectivement, il y a beaucoup ça fonctionne beaucoup de cette manière. Et puis effectivement, alors c'est vrai que moi, j'ai toujours été surpris que Goldman, qui avait à la fin quand même accepté une quatrième ébauche qui était très différente, où Babe, finalement, ne vengeait pas en tuant froidement le nazi, mais c'était une ébauche qu'il avait quand même écrite et qui n'a pas été retenue, mais qui aurait pu, où Babe déchirait le passeport de Zell, qui préférait se suicider plutôt que d'être livré aux autorités américaines. Mais elle n'a pas été retenue, effectivement, c'est Roberton qui... Bon, la fin est d'ailleurs pas mal. On a un peu surpris aussi que le type qui a été, effectivement, qui a assisté ne revienne pas. On a l'impression qu'il a un petit peu laissé un long moment. Il y a une petite incohérence là-dessus. Ah oui, mais le film, effectivement... ça, je crois que sur les incohérences, on a dit... Oui, c'est très bien dit. C'est ça que la meilleure en pensée, parce que sinon, on n'en finirait pas. Le thriller est paranoïaque de A à Z, hein, tout à fait. Et puis une dénonciation, c'est sûr, des services secrets américains, et ça, on le voit aussi dans le film Les 3 jours du Condor, avec les questions aussi sur d'autres plans. Il va falloir qu'on libère la salle, je crois qu'il y a une séance à 18h, je suis pas sûr, il y a une séance à 18h30. J'ai vu qu'il y avait une dernière... Allez-y, madame, c'est la dernière. Merci. Mais rapidement. Oui, question très très brève, même si la réponse ne peut pas l'être. Vous avez évoqué le tournant historiographique des années 70 autour de la Shoah qui commence à être beaucoup plus présente. Ce n'est plus un élément du passé, c'est un élément qu'on commence à peine à décrypter et comme tel. C'est plus juste une histoire de juifs. Et je me demandais, en dehors du film qu'on vient de voir, si cet impact-là, on le montre dans d'autres films de ces années-là.
Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais en fait, on les a un peu mentionnés. Je pense que ces garçons qui venaient du Brésil, peut-être tu diras, on parlera après de Sobibor, la série Holocauste qui a été très très populaire aux États-Unis. Hein. C'est un moment important, en fait, de l'histoire de l'Holocauste, de la perception, et donc de l'histoire qu'on va faire de l'Holocauste. Vous savez, c'est comme les dossiers d'écran en France en 79, qui a été un moment capital de la reconnaissance, de la collaboration de l'État français au moment de Vichy. Hein, les dossiers d'écran, on avait mis, nous, d'ailleurs, dans un supplément du Blu-ray, je fais un peu de pub pour moi, qu'on avait édité de Monsieur Klein. Oui, c'est non seulement un document télévisuel important, mais c'est un moment de l'histoire et de la façon dont on va faire l'histoire en fait de France dans les années 70. Et ça, on est en 79 à ce moment-là. Mais effectivement, il y a plusieurs films en fait qui Monsieur Klein, évidemment, de Joseph Losey, qui est totalement contemporain de Marathon Man. Hein, on sent que c'est là que ça arrive. Et après, il y a juste une dernière chose, c'est que je voulais dire pour ceux qui ne le savent éventuellement pas, c'est que William Goldman a écrit en 83-84 la suite de Marathon Man, hein, qui s'appelle Brothers, qui est le sequel to Marathon Man, et en fait qui part de l'hypothèse que Scylla, Doc, Roy Scheider, n'est pas mort. Hein, et il revient. Aujourd'hui, pas plus, mais en France, c'était traduit sous le titre Les Sanglants. Hein, c'est vraiment bon. Mais vous pouvez trouver ce roman. William Goldman lui-même a écrit la suite de Marathon Man, si vous avez envie de prolonger l'expérience. Mille merci Jean-Baptiste Doré, merci à vous, merci de votre patience et à suivre.